il manque pas d'air celui-là. Eh ben putain, Olivier, Ah. qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais non, mais c'est quoi, t'es rendu cosmonaute là ou quoi? Oui, mais j'ai décidé de changer de métier. Ah ben oui, Il ça faut être vaut la peine, polyvalent. hein? Il faut être polyvalent dans le numérique. Faut tu être sais. polyvalent, mais là, c'est quoi là, Ouais. le truc là? Beau costume d'ailleurs, t'es rendu américain. En Oui, plus. j'ai regardé dans le miroir, il est marqué SUA. SUA, Un truc bon. bizarre. Tu connais ce pays? Globalement, j'en ai entendu parler une fois. Ah, une fois seulement, d'accord. Oh, oui. C'est derrière les lacs. Et voilà. Donc aujourd'hui, tu nous présentes de l'espace, là. T'as complètement arrêté. Oui, en fait, j'essaye parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on en avait marre de la politique. Oui. Non, mais vraiment, on en a marre. Même les On Américains, en a ils marre. Est-ce qu'on en a marre de la politique? Tout le monde en a marre de la politique. savez. Alors aux États-Unis, en France. En plus, vous allez dans une conférence numérique, on en aura la casquette, puisqu'on vous explique que dans 2 ans, vous n'aurez plus de boulot. Vous allez être remplacé par des robots, de l'IA ou des dinosaures, ou je ne sais pas quoi. Et j'ai eu l'idée en fait, de trouver un sujet l'année dernière qui était de nous évader, pour vous faire découvrir d'autres sujets. Et je me suis dit que tant qu'à faire, autant aller très loin. C'est bien réussi. C'est bien Parce réussi. que plus on voit loin, moins il y a de gens, et puis on se porte. Et je me suis dit aussi que finalement, le monde de l'espace, le monde de l'astronomie, il avait cette particularité d'avoir pas mal de similitudes avec le monde de l'entrepreneuriat, et que je vais essayer de vous présenter. Alors vous allez voir, c'est un peu tarabiscoté, mais on va faire ça. Alors toi, tu vas... Moi, je te laisse. Tu je te me laisse laisses, faire là? planer les gens. Ouais. Et j'essaie de sortir sans me planter. Alors essaye. Et donc, bonne conférence. Amuse-toi bien. La salle Essaye. est à toi, mon cher Olivier. Merci, Et merci. Alors ça me tu fait fais plaisir. gaffe en sortant. Oui. Non, mais Tu ça fais va gaffe. bien aller. Tu fais gaffe aux astéroïdes. Oui, non, mais je me protège des astéroïdes. Voilà, on sait jamais. J'ai pas tu peur sais, des hein. astéroïdes. On sait jamais. On Voilà. sait jamais. Donc, hors du jour aujourd'hui, 3 sujets. Les conférences Ezrati, c'est toujours plein de trucs, plein de sujets, plein d'informations. Je vais essayer de vous dire ce qu'on sait de l'univers, en tout cas ce que j'ai cru comprendre de l'univers. Et surtout vous mettre en perspective le fait qu'on est tout petit, on n'est rien du tout en fait. C'est une grosse leçon d'humilité pour l'humanité. Le deuxième point, c'est que je vais vous montrer, et là j'ai pas mal potassé mon sujet pour m'y retrouver, montrer quelles sont les technologies qu'on utilise notamment dans les télescopes pour découvrir ça. Parce que c'est pas le tout de dire on a découvert une planète, une exoplanète, c'est pas le tout de dire qu'on a découvert la galaxie la plus ancienne de l'histoire de l'univers. Mais comment ils font les mecs là, les astronomes et les scientifiques, les gens qui lancent des satellites dans l'espace? Je vais essayer de vous faire découvrir tout ça. Et puis finalement, après cette longue parabole dans l'univers qui va très très loin, on va revenir presque sur Terre et on va regarder ce que font les entrepreneurs, américains souvent, qui essayent de conquérir l'espace, alors souvent relativement modestement, parce qu'aller dans les autres galaxies, c'est plutôt délicat. Et on va voir les différents types de business models, d'activités qui peuvent exister dans ce domaine-là. Alors, je vais commencer d'abord, avant de vous raconter des histoires scientifiques, de parler de vrais gens. Et je me suis dit, j'aurais pu vous parler de Galilée, de savants grecs, romains peut-être pas, mais plutôt des Grecs. J'aurais pu vous parler de tout un tas de gens, de Giordano Bruno, mais je me suis dit, tiens, je vais vous prendre des gens pas forcément très connus, mais qui ont un rôle important dans l'histoire des sciences et de l'astronomie. Alors, juste donner, il faut toujours être quantitatif quand on fait une conférence. Dans le monde, aujourd'hui, il y a environ, je crois, 10 à 11 000 astronomes. Et il y a eu en tout 550 hommes qui sont allés dans l'espace. Et ces astronomes, ils sont en général financés par le secteur public, aussi bien aux États-Unis qu'en France ou dans d'autres pays. Alors en France, il y en a au CNES, il y en a au CEA, il y en a au CNRS, il y en a dans différentes organisations. Et il y en a quelques-uns, moi, qui m'ont impressionné dans l'histoire, parce qu'ils ont été capables de découvrir des phénomènes qui font fonctionner l'univers, et souvent avec les moyens du bord. Alors je vais vous donner quelques exemples. Vous allez prendre le fameux Ole Rømer. Qui connaît Ole Rømer? Je ne sais pas si les doigts se lèvent. C'est un Danois qui, au début du règne de Louis XIV, arrive à déterminer la vitesse de la lumière à 26% près. Et comment il fait ça? Il utilise une lunette de Galilée, un petit télescope grand comme ça, et il arrive à faire ça. Alors moi je dis chapeau quand même. Parce que le mec, il faut en avoir pour arriver à trouver ça. Alors comment il fait? Il observe un satellite, je crois qui est Io, qui tourne autour de Jupiter. Il se rend compte qu'il y a une période de rotation du satellite autour de Jupiter, et il mesure ça à 6 mois d'écart. Il en déduit, en fonction de la position de la Terre par rapport au Soleil et par rapport à Jupiter, la vitesse de la lumière. Alors 26%, vous allez dire, ça fait pas mal d'erreurs. Enfin, si vous prenez un business plan de start-up aujourd'hui, sur les prévisions de l'année prochaine, on n'en est pas loin. Hein. Donc, c'est pas beaucoup, en fait. Mais scientifiquement, 26%, c'est quand même pas mal. Alors, il y en a un autre qui s'appelle Albert Michelson, lieutenant dans la Navy américaine. Alors, en 1878,
c'est il y a longtemps quand même, hein. C'est même avant Retour vers le futur en 1885. Et lui, il arrive à déterminer la vitesse de la lumière à moins de 0,1% près. Il n'y avait pas d'ordinateur, on calculait tout à la main, et avec de l'interférométrie optique, avec différentes techniques possibles, il arrive à déterminer cette vitesse de la lumière. Donc, moi, je dis chapeau. Vous avez Georges Lemaître, qui est une sorte de moine belge, qui, en 1927, définit en gros la théorie de la croissance de l'univers et du Big Bang, et qui est vérifiée des décennies plus tard avec les observations astronomiques. On continue avec des femmes plus récentes. Vera Rubin, qui est décédée en décembre dernier, qui a eu la médaille scientifique des mains de Barack Obama en 2013, elle a découvert le fait que la cohésion des galaxies, le fait qu'elles ne partent pas en sucette, dépend des forces gravitationnelles qui ne peuvent s'expliquer que par la présence d'une matière qu'on appelle la matière noire, dont on n'a pas découvert la nature exacte aujourd'hui, mais elle est prouvée par les équations, et c'est cette femme qui en a été à l'origine. Vous avez Amy Mainzer, qui est à l'origine de la construction d'un satellite qui s'appelle Spitzer, qui a été envoyé dans l'espace en 2003, qui était en fonctionnement jusqu'à il y a encore un an, et qui a été capable d'aider les astronomes à découvrir des exoplanètes et le fonctionnement d'un certain nombre de galaxies très éloignées dans l'univers. Et puis vous avez enfin Sarah Seager, que j'aime bien, qui est récente, vous voyez, elle est née la même année que moi, et elle a remis en question l'équation qui permet de calculer le nombre de civilisations extraterrestres qui existent dans la Voie lactée. Vous allez me dire, vous êtes bien avancé, mais c'est très important de savoir est-ce que statistiquement, on a des chances d'avoir d'autres civilisations basées sur la vie telle que la nôtre. Et elle a refait un calcul. Et d'ailleurs, le résultat, c'est un peu décevant, c'est que dans l'univers observable, ou pas trop loin dans la Voie lactée, elle a calculé qu'il y aurait environ 2 à 3 civilisations potentiellement autour de nous. Ça ne fait pas beaucoup, hein, statistiquement. Alors ça, c'est des vrais gens. Alors maintenant, je vais rentrer dans ce qu'on sait. Alors on va faire un voyage hyper accéléré dans l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on sait de l'univers aujourd'hui? Alors, la Terre, le système solaire, en fait, je m'en tape un peu aujourd'hui. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. On va raisonner en années-lumière. Vous savez, c'est une distance très grande. Une année-lumière, je ne sais plus, c'est 1000 milliards de kilomètres, ou 10 000 milliards de kilomètres, je ne sais plus combien il y a de zéros. Et je vais mesurer toutes les distances en années-lumière. Donc, la taille du système solaire, quand on va à la bordure du système solaire, c'est environ 0,032 années-lumière. Bon, c'est pas beaucoup. Maintenant, si on va plus loin, qu'est-ce qu'on voit? On voit des étoiles. Voilà, c'est 10 000 milliards. On voit des étoiles, et la banlieue immédiate du Soleil, c'est une banlieue qui n'est pas très remplie. Quand vous allez dans en gros une sphère de 14 années-lumière de diamètre, vous avez 56 étoiles. C'est pas beaucoup. La plus proche est environ à 4 années-lumière. Si on va plus loin, on a la Voie lactée. Alors la Voie lactée, c'est un grand machin dans lequel nous sommes, qu'on a découvert d'ailleurs relativement tardivement, hein, au début du XXe siècle, parce que nous, on est au milieu de plein d'étoiles, et ce qu'on voyait, c'était pas évident de comprendre que ça correspondait à une galaxie dans laquelle on était, et elle-même mise dans un univers avec d'autres galaxies. On a mis du temps à comprendre ça, parce qu'en fait, on est un peu planqué en banlieue de la Voie lactée, et c'est difficile de comprendre là où on est sans une instrumentation scientifique poussée qu'on va voir tout à l'heure. Alors dans ce petit truc-là, 200 milliards d'étoiles. Donc 200 milliards de soleils, plus ou moins gros, plus ou moins développés, plus ou moins vieux, plus ou moins jeunes. Parfois, il y en a qui ont explosé, qui font ce qu'on appelle les nébulas et des supernovas. Vous avez différentes formes d'objets là-dedans. Vous avez aussi un trou noir au minimum au milieu de la Voie lactée, qu'on a du mal à positionner. Voilà ce qu'on voit. Alors, qu'est-ce qu'on voit de la Voie lactée? Si vous êtes dans un endroit bien planqué en Australie, la nuit, vous voyez ça. Alors, si vous êtes à Nantes ou à Paris, vous ne voyez rien. Parce que vous avez des nuages, vous avez la pollution optique, la pollution lumineuse. Vous ne risquez pas de voir ça. Moi, j'ai eu l'occasion, il y a 17 ans, de voir ça en Afrique du Sud. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la Voie lactée en biais. Alors, selon l'endroit où vous êtes et la saison, elle est penchée d'une certaine manière. Et ça, c'est la Voie lactée qui est ce que vous voyez de la Voie lactée du ciel. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a très peu d'endroits où on peut le voir, ça. C'est les endroits bleus sur la carte. Donc, sur les montagnes et la Corse. Il y a moins de lumière en Corse, visiblement. Donc, si vous allez dans ces endroits-là, ou alors vraiment dans les endroits limite vert-jaune sur la carte, et la nuit, évidemment, de jour, ça ne marchera pas, vous allez voir ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, le tourisme spatial, il commence par voir les étoiles la nuit, et c'est un moyen de faire. D'ailleurs, une association que j'ai découvert en préparant cette présentation, qui s'appelle, je n'arrive même pas à lire, l'ANPCEN. C'est une association qui milite pour la réduction de la pollution lumineuse dans les villes, et cette association fait du lobbying dans les villes pour réduire l'éclairage public la nuit, alors ça pose peut-être des problèmes pour les accidents pour les voitures, mais pour éviter qu'on ne voit pas les étoiles. Alors ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que ces gens-là qui sont très bons en lobbying, ils ont été plus forts que les lobbyistes du numérique,
Ils ont réussi à mettre leur programme dans le programme de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle en 2017. Pas mal quand même, hein. Genre éviter la pollution lumineuse, au même niveau que l'emploi, le chômage, la guerre, je sais pas, d'autres sujets importants. Alors, ce qu'on voit dans le ciel, quand on est en Australie, là, comme tout à l'heure, en fait, c'est le petit rond que je vous ai mis. Ce qu'on voit à l'œil nu, c'est un tout petit bout de la galaxie dans laquelle on est. Alors, c'est en gros les étoiles, la forêt d'étoiles que vous voyez, c'est juste ça. Sachant que quelques étoiles, quelques très rares étoiles, sont très lumineuses et sont à une distance d'environ 10 000 années-lumière. Donc on peut aller un petit peu plus loin, d'où le deuxième cercle, vous voyez, en pointillé. Sachant que nous sommes à 25 000 années-lumière du centre. On est en banlieue. Donc ça amène un peu de modestie, si vous voulez. Surtout quand on va voir la suite. Parce que juste à 500 années-lumière, donc finalement en toute proche banlieue, proche du tout petit cercle de mon dessin tout à l'heure, on a ce genre de belles figures qui sont ce qu'on appelle les piliers de la création. En fait, ce n'est pas des étoiles, c'est un mélange d'étoiles et de nuages, dont certains sont soit des nuages qui sont en train de constituer des étoiles, soit des nuages qui sont le résultat d'étoiles qui ont explosé. Donc ce qu'on appelle des nébulas ou des supernovas. Si vous allez un peu plus loin, alors 3900 années-lumière, vous avez dans un truc qui fait 100 000 années-lumière de large, c'est pas énorme, hein. Vous avez cette petite étoile qui s'appelle Canis Majoris. Vous voyez le Soleil? Il est petit le Soleil, hein. En fait, cette étoile-là, elle a la forme et la taille et la densité, qui est très faible, qu'aura le Soleil, notre Soleil, dans quelques milliards d'années, quand il va exploser. Et la taille est telle que le diamètre de cette étoile nous amène à la position, je crois, de Jupiter. Alors la Terre, au passage, elle cramera, hein, c'est sûr. Mais comme c'est dans quelques milliards d'années, on a d'ici là le temps d'essayer de trouver une autre planète, ce qu'on appelle la planète B chez Emmanuel Macron. Donc si on va plus loin, on est dans ce qu'on appelle un groupe local. Le groupe local, c'est un groupe d'étoiles. Alors là, on a deux groupes de galaxies. Et là, vous avez 50 et quelques galaxies qui sont situées dans une sphère qui fait environ 6 et quelques millions d'années-lumière de diamètre. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a plein de petites galaxies. Et il y en a une qui est très belle, qui s'appelle Andromède, qui est pas loin de nous. Enfin, quand je dis pas loin, c'est 2,5 millions d'années-lumière. Alors, pour y aller, si on voulait y aller, avec les moyens du bord actuels, il faudrait plusieurs centaines de milliers d'années pour y aller. Donc, il faut être patient, si vous voulez. C'est quand même plusieurs fois l'histoire d'Homo sapiens, donc c'est un peu compliqué d'y aller. Et encore, avec les techniques qui ne garantissent pas qu'on serait vivant en y arrivant. Donc, pour commencer, il faudrait envoyer une sonde. Donc, genre, on envoie une sonde pour voir, il y a quelqu'un là-bas, pour voir s'il n'y a peut-être pas une planète. Et le temps qu'on obtienne la réponse, il faudra en gros 2,55 multiplié par 10 à 100, plus le temps de retour du signal à la Terre. Donc, ça se mesure en dizaines de millions d'années pour avoir juste la réponse. Donc, patience. 1 trillion d'étoiles, hein, au passage, hein, quand même, dans le machin. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, quand on a un très très beau ciel, Andromède, c'est la seule galaxie qu'on peut voir à l'œil nu, toujours avec un ciel parfait, sans lumière. Et voilà à quoi ça ressemble quand on zoome dedans avec des photos de Hubble. Moi, je trouve ça magnifique. Vous zoomez, la photo fait, je ne sais plus combien, 1,5 milliard de pixels. Il n'y a pas beaucoup d'appareils photo qui font ça, hein. C'est des photos stitchées, comme on dit, on les assemble à partir de plusieurs photos. Et là, on rentre dans la galaxie. Et ça, c'est les merveilles de Hubble, qui est un télescope qui a été lancé il y a plus de 25 ans, qui est une coproduction entre la NASA et l'ESA européenne. Et là, vous voyez la forêt d'étoiles qui est dans cette galaxie. C'est juste une galaxie parmi les autres. Alors, quand on s'éloigne encore, on est dans le superamas de la Vierge, Virgo en américain. Et là, vous avez 110 groupes de galaxies, comme le groupe précédent, qui contiennent en tout des milliers de galaxies. Et puis, quand on va encore un peu plus loin, on tombe dans le superamas de l'Aniaka, que j'ai découvert en potassant le sujet. 500 millions d'années-lumière de grandeur. En fait, c'est un regroupement arbitraire de galaxies et de groupes de galaxies qui correspond en gros à leur répartition dans l'espace. Et c'est d'ailleurs une scientifique française qui a contribué à la définition de ce groupe, qui s'appelle Hélène Courtois, qui est basée à Lyon, et qui a défini ce groupe. Et en fait, autour, il y a beaucoup de vide. Et il y a d'autres choses. Alors, quand on va encore un peu plus loin, qu'est-ce qu'on trouve? L'univers observable. Alors, l'univers observable, il contient d'ailleurs dans cette partie-là des objets bizarres. Il est joli, celui-là, hein. Il est joli, la photo. Donc ça, c'est un l'amas de Persée, qui est dans la banlieue de notre système de l'Aniaka, là. Alors, on est à 240 millions d'années-lumière, loin.
Et on a ce bousin qui fait 1 million d'années-lumière de large. Et dans ce bousin, il y a plein de nuages et il y a environ 1 millier de galaxies. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, voilà la Voie lactée à côté. Rappelez-vous la taille de la Voie lactée d'avant. Donc on n'est rien, on n'est que dalle dans l'univers, il faut se rappeler ça. Et quand on va encore plus loin, l'univers observable, alors nous quand on va dans le passé, on arrive à voir à 13,5 milliards d'années dans le temps, et comme l'univers est en expansion, ce qu'on voit fait aujourd'hui, compte tenu de l'expansion de l'univers, environ 90-91 milliards d'années-lumière de diamètre. Ça, c'est l'univers observable. Là-dedans, les dernières estimations disent qu'il y aurait environ 2 trillions de galaxies. Ça calme. Bon, maintenant, la question, c'est à quoi ça sert de se poser ce genre de questions et qu'est-ce qu'on peut faire pour en savoir plus. Alors aujourd'hui, les astronomes, qu'est-ce qu'ils essayent de comprendre? Ils essayent de comprendre plusieurs choses. D'abord, ils essayent de comprendre ce qui se passe au niveau du Soleil. On est assez concerné par le Soleil. Il suffit qu'il pète un peu pour que nous, on tousse. Si vous voulez, le Soleil, s'il est plus chaud, s'il est moins chaud, s'il y a un orage solaire, s'il y a un orage électromagnétique, déjà, ça pète tous les processeurs de la Terre. Donc, petit problème dans les centrales nucléaires, Stérolux qui s'éteint, enfin tout ça quoi, en même temps. Donc c'est vraiment embêtant. Donc il y a des satellites spécialisés, il y en a plusieurs, qui observent en permanence le Soleil pour comprendre ce qui lui arrive. Et si vous avez vu les photos tout à l'heure, avant la présentation de M. Retailleau, vous avez vu ces photos extraordinaires des orages solaires qui sont prises avec des télescopes particuliers. Ensuite, on essaie de comprendre ce qui se passe sur les planètes, ne serait-ce que dans le système solaire. Alors il y a plein de gens qui essaient d'aller sur Mars. Pourquoi? Parce que Mars, c'est la planète la plus ressemblante à la Terre, où il y aurait eu de l'eau dans le passé, qui a de l'eau gelée, où il y aurait potentiellement la capacité à recréer de la vie, où il y aurait eu de la vie dessus. Et ensuite, il y a énormément de gens, énormément d'astronomes, et pas d'astronautes pour l'instant, qui essayent de découvrir des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui sont situées sur d'autres étoiles, mais pas très loin en fait. Enfin pas très loin, à plusieurs centaines de milliers d'années en temps de trajet pour y aller, mais pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres solutions pour créer la vie sur d'autres planètes que la nôtre. Il y en a qui essaient de comprendre des phénomènes un peu bizarres, les pulsars, les quasars, toute forme d'explosion de trous noirs, de paires de trous noirs qui se baladent dans les galaxies. Ensuite, il y en a qui essaient de comprendre où sont et comment sont formées les galaxies à la naissance de l'univers. Donc, ils cherchent à trouver des galaxies très éloignées. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que plus on va loin, moins l'optique des télescopes qui observent les galaxies est précise. Donc, la photo d'Andromède, elle est magnifique, vous l'avez vu tout à l'heure. Et quand on va très très loin, on a ce genre de truc. On n'a pas les étoiles, des galaxies, on a juste des points rouges et on essaie de comprendre ce qu'il y a dedans. Et vous verrez tout à l'heure, avec les instruments scientifiques qui sont utilisés, les merveilles de technologie qui sont déployées pour comprendre ce qu'il y a dans des galaxies avec finalement très peu d'informations. Et je trouve ça merveilleux d'un point de vue scientifique. Enfin, eh bien, il y en a qui carrément observent aujourd'hui, avec des télescopes spécialisés, le bruit de fond de la naissance de l'univers. On appelle ça le bruit cosmique. C'est un bruit dans une fréquence très élevée qui est différente des fréquences visibles, infrarouges et ultraviolets, rayons X et autres, et qui permet de voir en fait les résultats de l'explosion du Big Bang et qui permet petit à petit de voir comment l'univers s'est construit, sachant qu'il y a quand même des trous dans la timeline pour arriver à comprendre comment ça s'est passé, mais il y a des satellites qui observent ça de manière très très précise aujourd'hui. Alors maintenant, on va regarder comment on s'y prend pour faire ça. Alors pour s'y prendre, on a en gros 4 moyens. Et ils se différencient les uns des autres par la distance d'observation. Si vous envoyez des vols habités, bon, historiquement on est allé sur la Lune, il y a des gens qui essaient d'aller sur Mars, pour l'instant, point barre. Il n'y a aucun plan pour l'instant dans les plans spatiaux de qui que ce soit, dans le privé comme dans le public, pour aller au-delà de Mars. Donc on est un peu coincé. Après, on peut envoyer des vols non habités, on peut envoyer des sondes. Et si on veut aller plus loin, il n'y a pas 36 solutions, il y a l'observation, avec les ondes électromagnétiques, avec des télescopes, soit sur Terre, soit encore mieux dans l'espace, puisqu'on n'est pas pollué par l'atmosphère. Alors, pour vous donner un peu un ordre de grandeur des distances, encore, la distance entre la Mars et la Terre, c'est 22 minutes de lumière, qui va à 300 000 km à la seconde. On a envoyé, il y a 40 ans exactement, une sonde qui s'appelle Voyager 1 et 2, il y en a eu 2, et qui est l'héroïne de Star Trek 1, pour ceux qui l'ont vu, et qui est sortie d'ailleurs la même année, à peu près, au 79. Et donc, cette sonde, eh bien, ça fait 40 ans qu'elle se balade dans le système solaire, et aujourd'hui, elle est à la bordure du système solaire, et elle est donc à 100 fois la distance entre la Terre et le Soleil. 19 heures-lumière. Maintenant, si on veut aller plus loin, et vous voyez que l'échelle est exponentielle.
Vous avez 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million dans l'échelle. Si on veut aller plus loin, il faut traverser un truc qui s'appelle le nuage de Oort. Alors c'est un truc un peu encombrant, qu'on voit dans Star Wars 2, je crois. C'est un nuage de glace, où il y a plein de morceaux de glace qui servent en fait à constituer les comètes. Et donc, si vous allez tout droit dedans, à une grande vitesse, vous avez de temps en temps des chances de vous prendre un pain dans la gueule avec un morceau de glace, plus ou moins gros, qui vous détruit le satellite ou le vaisseau. Donc ça, c'est pour sortir du système solaire. Et vous voyez, on est entre 1000 et 100 000. Ça continue à faire grandir finalement la taille de cette espèce de nuage autour du Soleil. Et enfin, une fois qu'on a fait 1 million de fois la distance entre la Terre et le Soleil, on arrive à Alpha Centauri, 4,37 années-lumière. Donc si, il se trouve qu'il ne va pas dans la même direction, Voyageur 1, je crois, mais si Voyageur 1 continuait sa course, il arriverait dans cette première étoile qui est la plus proche de celle du Soleil, dans 80 000 ans. Je ne sais pas où on était il y a 80 000 ans, et je ne sais pas où on sera dans 80 000 ans, mais c'est beaucoup de temps, quoi. Donc il faut être patient dans l'astronomie. Hein. Et c'est pour ça que l'exploration physique, elle est limitée. On ne peut pas aller très loin avec des objets. On est obligé de le faire avec la vitesse de la lumière, et donc on est obligé de le faire avec de l'observation. Alors, historiquement, on a commencé par mettre des télescopes sur Terre. On a commencé par la lunette de Galilée. Ensuite, on a fait grandir les optiques des télescopes, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Je vais vous montrer l'extrême actuel. L'extrême actuel, c'est des télescopes comme celui-ci, qui est basé aux États-Unis, dans l'Arizona, donc en hauteur, je crois, pour avoir peu de pollution atmosphérique, peu de lumière. Et ils ont 2 miroirs de 8,5 mètres. Ça a été lancé il y a plus de 10 ans. Et ça permet d'observer avec une bonne précision, d'ailleurs dans plusieurs longueurs d'onde, les étoiles et les galaxies. Vous avez les Européens qui sont en train de construire le plus grand télescope au monde. Alors, petit budget de 1 milliard d'euros quand même. Hein. Ça sert à ça aussi, l'Europe, hein, de faire des recherches scientifiques à très long terme. Il se trouve que la première pierre de ce télescope a été posée la semaine dernière. Et il sera inauguré en 2024. Il y en a certains dans la salle qui seront à la retraite en 2024. Hein. Puis il y en a d'autres, ils sont devenus managers, ils auront réussi avec leur start-up. C'est des distances temporelles assez longues. Alors ce truc-là, c'est un petit bousin de 39 mètres de large, miroir de 39 mètres. Comme on ne sait pas couler un miroir de 39 mètres de large précis, en fait, on le découpe en plein de miroirs. J'ai oublié combien il y en avait, il y a plusieurs centaines de petits miroirs. On les met les uns à côté des autres, on les motorise pour qu'ils puissent se positionner correctement. Et à partir de là, on arrive à envoyer la lumière qui vient du ciel. On l'envoie dans des miroirs secondaires. Alors les miroirs secondaires, il y en a un paquet. Il y en a un premier de 4,2 qui, à lui tout seul, est déjà la taille des plus gros télescopes il y a quelques années. Et ensuite 3,8, puis 2,4, puis 2,1 et 2,7. Et là seulement, sur le côté de l'image, on a des instruments qui vont récupérer la lumière et l'exploiter. Et ce que je trouve extraordinaire dans ces télescopes, aussi bien d'ailleurs dans les télescopes sur Terre que dans les télescopes dans l'espace, c'est qu'en fait un télescope aujourd'hui, c'est pas juste un machin qui récupère la lumière et on met un appareil photo et on fait une photo. En général, il y a plusieurs instruments qui sont posés dans le télescope, qui captent la lumière avec des prismes et qui la séparent en plusieurs morceaux, et qui vont utiliser toutes les fréquences imaginables pour analyser la lumière, alors dans l'infrarouge, dans les rayons X, qui vont faire de la spectrographie, donc décortiquer la lumière pour voir ses composantes, pour comprendre ce qui arrive. Et donc ça rajoute plusieurs dimensions à l'analyse du signal qui arrive dans le télescope. Vous avez une autre race de télescopes, qui sont les radiotélescopes. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent non pas les ondes visibles, ni l'ultraviolet, ni l'infrarouge, ils reçoivent des ondes radio. Alors vous connaissez peut-être celui-là qui est dans GoldenEye. Vous voyez, il met des films dans mon truc, hein, c'est pas mal. GoldenEye, c'est à la fin du film, vous avez une poursuite avec Pierce Brosnan en haut du télescope. Alors en fait, quand ils se poursuivent à la fin avec le méchant, là, qui est joué par Sean Bean, ils sont dans la nacelle qui est en haut. Cette nacelle qui est en haut, c'est elle qui reçoit les ondes qui sont projetées par la parabole qui fait 300 mètres de large. Le problème, c'est que le signal que la parabole reçoit et qu'elle envoie au capteur, c'est 1 pixel. Alors vous êtes con, faire une image avec 1 pixel, pour un appareil photo, c'est moyen, quoi. Donc comment ils font pour faire une image? En fait, ils déplacent la nacelle, et en déplaçant la nacelle, ça déplace le point qui est visé dans l'espace, et en étant très patient, 1 pixel, 1 pixel, 1 pixel, petit à petit, on arrive à reconstituer une image. Le problème, c'est que l'image qu'on récupère, c'est un espèce de boulgui-boulga, c'est complètement inexploitable. On est obligé de faire des traitements numériques extrêmement puissants pour reconstituer l'image, parce qu'en fait, on a des effets d'optique compliqués qui déforment la lumière quand elle arrive sous cette forme-là. Il y a un deuxième, il y en a plusieurs des télescopes comme ça, il y en a plein. Et alors les Chinois, qui aiment bien faire des choses très grandes, ils ont décidé de lancer il y a quelques années un nouveau radiotélescope qui s'appelle FAST,
Alors, il est assez particulier. Il est installé en plein centre de la Chine. Ils ont décidé de le mettre dans une zone où il n'y avait personne. Ils ont viré presque autant de gens qu'ils ont viré autour du barrage dont j'ai oublié le nom, là, le plus grand barrage du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des gens qui aient des smartphones et qui émettent des ondes radio pas loin du télescope. Donc ils ont une zone avec plusieurs dizaines de kilomètres autour où il n'y a personne, pour qu'il n'y ait pas de pollution électromagnétique. Et le machin fait 500 mètres de large. Et là, vous avez le cercle du Acirebo de Porto Rico en comparaison. Et là où les mecs sont très forts, c'est qu'ils se sont dit, comme c'est très grand et qu'on veut améliorer la capacité à se pointer dans l'espace, ils ont construit la cuvette en forme de sphère, mais pour récupérer les ondes radio qui viennent de l'extérieur, il faut en fait des paraboles. Et la forme du parabole, même quand elle est aplatie, c'est pas exactement la même que la forme de la sphère. Et donc, les systèmes mobiles qui constituent cette énorme antenne, c'est des systèmes avec des plaques métalliques, triangulaires, je crois, ou hexagonales, qui sont mises bout à bout. Et ces systèmes peuvent bouger. Et donc, au fur et à mesure que la nacelle se déplace, ils bougent les plaques pour que la parabole se déplace comme ça, à l'intérieur de la sphère, et permet de reconstituer pixel par pixel une image. C'est compliqué, hein. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Eh bien, on en fait, avec d'ailleurs d'autres systèmes comme celui-là qui est en Australie, 1 km², ils ont mis plein d'antennes, une autre méthode. Et qu'est-ce qu'on en fait? Je vais vous donner un exemple de ce que ça permet de générer. Prenons par exemple la Voie lactée. La Voie lactée, c'est des milliards d'étoiles, et on en voit à peine que 5000 dans le ciel. Et je ne sais pas si vous remarquez dans cette photo, qui est une photo classique de la Voie lactée vue de la Terre, c'est une photo où on voit en fait une espèce de traînée qui est noire au milieu, latérale. Et cette traînée noire, elle correspond à quoi? Elle correspond à des nuages de poussière qui nous empêchent de voir ce qu'il y a derrière. Et au milieu de l'image, ce qu'il y a derrière, c'est en fait le centre de la galaxie. Et donc, dans le visible, on ne voit rien. On est obstrué par les nuages. Comment faire pour aller voir au-delà? On peut le faire dans l'infrarouge et on peut le faire dans les ondes radio. Et voilà ce que ça donne en ondes radio. Et c'est mesuré avec le système d'antenne australien que j'ai montré juste avant. Donc là, on comprend. Alors, c'est un peu le bazar quand même, une espèce de truc. Mais par contre, vous pouvez analyser les ondes et pour comprendre où sont les composants du centre de la galaxie. Voilà le genre de choses qu'on fait avec un radiotélescope. Mais on ne fait pas que ça, on fait plein d'autres choses. Je résume. Continuons notre petit voyage dans les technologies. Alors maintenant, on va aller dans l'espace. Alors là, j'ai découvert des trucs extraordinaires. Le nombre de télescopes qui sont dans l'espace. Tout le monde connaît Hubble. Mais en fait, Hubble, c'est juste un de la grosse douzaine de télescopes qui ont été envoyés dans l'espace pour observer ce qui se passe, notamment dans les autres galaxies. Et ces télescopes, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils n'ont pas tous la même fonction. Vous avez des télescopes comme Hubble qui sont plutôt spécialisés dans ce qu'on appelle la lumière visible, et éventuellement à la bordure de la lumière visible, c'est-à-dire l'infrarouge et l'ultraviolet. Et puis vous avez des télescopes qui vont couvrir d'autres parties du spectre électromagnétique. Par exemple, si vous prenez Herschel, avec le nom de William et Caroline Herschel, qui avaient découvert des galaxies ou des comètes, je crois, au XIXe siècle, eh bien, Herschel, il est positionné dans les rayons gamma. Donc, ce sont des fréquences très particulières, juste après les rayons X. Vous avez 4 télescopes qui ont été lancés ou qui vont être lancés, comme le Chandra, qui sont spécialisés dans les rayons X. Et ce n'est pas pour faire des radios du corps. Et puis, de l'autre côté, vous avez parfois même des télescopes dans l'espace qui captent les ondes radio. Alors, pourquoi on envoie des télescopes dans l'espace? On les envoie pour soit éviter la pollution optique atmosphérique, y compris dans la partie du spectre visible, soit pour recevoir des ondes électromagnétiques que l'atmosphère bloque complètement, comme tout ce qui va de l'extrême ultraviolet jusqu'au rayon gamma. D'où c'est un satellite. Alors le problème, c'est que ces satellites, quand on les envoie dans une orbite, il y a plusieurs types d'orbites, et à chaque fois qu'on les envoie dans l'espace, eh bien, on les remplit avec un réservoir, c'est souvent de l'hélium ou d'autres gaz comprimés, qui permettent de le repositionner mécaniquement. Donc avec des petits jets, il arrive à se positionner pour soit être dans la bonne direction dans l'espace pour pointer sur l'objet observé, soit pour rester en orbite correctement. Et donc, il y a un consommable dans tout satellite qu'on envoie dans l'espace, ce qui fait que, quel que soit le satellite, eh bien, quand on l'envoie, il n'a qu'un certain nombre d'années de vie potentielle, et au bout d'un certain nombre d'années, il ne marche plus, même s'il a des panneaux solaires. Alors, s'il a des panneaux solaires et qu'il n'a plus de gaz, on peut quand même le laisser en l'air, mais il va pointer toujours dans la même direction. Et parfois, on ne pourra même pas refroidir ses composants et on sera limité dans ce qu'on pourra faire avec. Mais il y a certains satellites qui ont d'abord une première phase de vie où on peut tout faire avec, notamment dans l'infrarouge, et une deuxième phase de vie où on fait moins de choses avec et on n'est plus limité, mais on peut continuer à vivre encore quelques années. Alors aujourd'hui, dans la pratique, si mon effet va fonctionner, on n'a que 5
télescope réellement opérationnel dans l'espace qui permet de voir tout ça. Alors, on va en prendre quelques-uns. Et on va essayer d'expliquer pourquoi on a besoin d'analyser toutes ces fréquences. Infrarouge, visible et ultraviolet. Ce qui est très fascinant, c'est qu'un grand nombre des images que vous avez peut-être vues tout à l'heure, avant l'intervention de M. Retailleau, ce ne sont pas des images du visible. Ce sont des images composites qui souvent rassemblent des images qui viennent de télescopes différents, qui analysent des longueurs d'onde différentes et qui permettent de reconstituer de manière composite des images en fait factices, mais qui permettent d'observer les détails. Alors, plus on va dans l'infrarouge, plus on est dans les gaz et la poussière, et plus on est dans l'ancien, donc les étoiles en cours de formation par exemple. Et plus on va vers l'ultraviolet, plus on se rapproche de nous dans le temps et dans l'espace, et plus on est alors soit dans des étoiles en fin de vie, des étoiles mortes, et parce qu'on est plus proche du présent, voire on se rapproche effectivement du présent. Et donc, quand on mélange tout ça, voilà ce que ça donne. Ça donne une image composite qui rassemble plusieurs longueurs d'onde. Et là, on a beaucoup plus de détails, de précision, et ça permet de comprendre la cinématique et la manière dont une galaxie fonctionne. Et là, on est dans un amas qui est à 22 millions d'années-lumière de la Terre. Bon, c'est quand même 170 000 années-lumière de large, donc ce truc-là doit contenir probablement de l'ordre de 3 à 4 fois plus d'étoiles que la Voie lactée. Mais il est très loin, quoi. De toute façon, on n'ira jamais là-bas. Alors, dans les étoiles qui ne sont pas trop loin, on essaye de détecter des exoplanètes. L'un des télescopes qui est spécialisé là-dedans, c'est Kepler. Il est spécialisé dans le visible. Il fait ce qu'on appelle la photométrie. Il mesure avec précision l'évolution dans le temps de la lumière qui est émise par chacune des étoiles. Et il permet de détecter une exoplanète. Alors, je trouve qu'en termes d'appareil photo, c'est pas mal. Je ne sais pas où est William avec les photos, là, parce que là, vous avez quand même 42 capteurs CCD, 94 millions de pixels. C'est des gros pixels, très sensibles. Et en fait, il pointe dans une direction dans l'espace. Et il analyse plein d'étoiles en même temps. Il mesure la variation de leur luminosité dans le temps et il essaye de voir s'il n'y a pas des planètes qui passent devant les étoiles. Alors, l'observation de Kepler, quand il a été lancé il y a plus de 10 ans, elle était limitée à une toute petite zone. En fait, on cherche des extraterrestres dans la pratique. Mais c'est une petite zone de 3000 années-lumière. Vous voyez ce que c'est? C'est tout petit dans la Voie lactée. Et en ce moment, il est dans une mission qui s'appelle K2 depuis quelque temps. Il observe vers le centre de la Voie lactée. En fait, dans la pratique, il va juste dans l'autre sens, mais il essaye dans une zone que je vais vous présenter ici, qu'on appelle la zone habitable. C'est une zone qui est là où nous sommes avec le Soleil dans la Voie lactée, qui est la seule zone où on pense qu'il y a des planètes habitables. Pourquoi? Parce que si on va trop vers le centre de la galaxie, on va dans une espèce de zone qui est trop encombrée. Il y a trop d'étoiles, c'est le bazar, donc c'est difficile d'avoir une stabilité. Et si on va au contraire trop loin, on a découvert en analysant le spectre électromagnétique des étoiles qu'il n'y avait pas de carbone, et il n'y avait pas assez d'oxygène. Donc pas en tout cas de possibilité d'avoir de la vie biologique carbonée comme celle qu'on a sur Terre. Donc c'est pour ça qu'on limite l'observation à un nombre limité d'étoiles qui sont autour de nous. On a aussi un télescope qui s'appelle Gaia, qui a été envoyé par les Européens. Alors lui, c'est 1 milliard de pixels. Pas mal d'appareils photo. En fait, c'est plein de capteurs mis les uns à côté des autres et qui essayent de capter toutes ces étoiles. Alors comment ça fonctionne? Je trouve ça assez extraordinaire. Vous avez donc une ou plusieurs étoiles qui sont observées comme ça dans l'espace. Vous avez une ou plusieurs planètes qui sont en orbite dans l'axe de la Terre, ils sont dans l'axe plat, donc l'orbite est comme ça, elle n'est pas comme ça, sinon on ne verrait rien. Donc il faut tomber sur des étoiles dont l'orbite est dans le plan d'observation en partant de la Terre, et quand l'étoile est devant la planète, la lumière qui vient de la planète, on ne la voit pas, vous voyez, c'est derrière, et quand l'étoile est devant, ça obscurcit l'étoile et on voit moins de lumière. Et ce qu'on fait, c'est qu'on analyse la variation de la lumière qui est émise dans toutes les bandes de fréquences quand l'étoile est devant ou derrière la planète, enfin c'est plutôt la planète qui bouge autour de l'étoile, et on mesure notamment les transitions. Et quand on mesure les transitions, vous voyez les courbes comme ça qui sont des deux côtés, on est capable, grâce à ça, non seulement d'obtenir la taille de la planète, la taille de l'étoile, la composition de l'atmosphère de la planète, la composition de l'étoile, et on en déduit énormément de choses. Et c'est à partir de là qu'on est capable de dire c'est une planète habitable. Une planète où il y a de l'eau, une planète où il y a de l'oxygène, une planète où la température moyenne est convenable pour la vie, donc entre 0 et 100 degrés si possible, parce qu'en deçà et au-delà, ça ne fonctionne pas. Exemple pratique ici, avec une étoile qui a 7 planètes autour d'elle, et on est capable de faire des mesures avec plusieurs planètes. Alors, il y a des calculs numériques, on est obligé de mesurer ça sur plusieurs rotations de planètes, et on est capable d'identifier avec toutes ces variations de luminosité, qui sont très très fines,
Ce n'est pas des variations de 20%. Quand vous avez une étoile avec une planète qui passe devant, la lumière, elle bouge de même pas de 1%. C'est rien du tout. Et en pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de mesurer ça sur de grosses étoiles et des planètes qui sont en orbite plutôt basse, plutôt proche de l'étoile, pour qu'il y ait une fréquence de rotation assez forte et permettre d'observer ça. Quand l'étoile est de taille intermédiaire et que les planètes sont très loin, c'est plus dur à observer comme phénomène. Alors, exemple, vous avez TRAPPIST-1, 39 années-lumière. Donc ça, c'est un exemple typique qui est récent, 2016. Eh bien, sur TRAPPIST, qui est tout petit, c'est une toute petite naine rouge par rapport à la taille du Soleil, on a observé 7 planètes, dont toujours la planète B de M. Macron, qui est très proche. Et quand vous voyez la taille de l'orbite de ces planètes, c'est en fait des planètes qui sont très très proches de l'étoile compte tenu du système solaire. Vous voyez, elles sont au 5e, dans la plus distante, de l'orbite de Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil dans le système solaire. Donc la zone habitable, elle est très limitée en fait autour d'une étoile. Ça dépend de la taille de l'étoile, ça dépend de ce qu'il y a dedans, ça dépend de sa puissance, et il y a une zone très limite qu'on essaye de trouver. Et donc les milliers d'exoplanètes qui ont été découvertes récemment, depuis une dizaine d'années, parmi ces milliers, il n'y en a que quelques-unes dans des étoiles situées à 20, 30, 50, 100, 1000, jusqu'à 10 000 années-lumière. Il n'y a que quelques planètes qui sont dans cette zone habitable précise qui correspondrait aux conditions de la création de la vie sur Terre. Maintenant, la question, c'est combien il y a de planètes réellement habitables avec potentiellement des civilisations comme la nôtre. Il y a un zozo qui s'appelle Frank Drake, qui, en 1961, donc c'est le prédécesseur de Sara Seager qu'on a évoqué tout à l'heure, qui a créé une équation qui s'appelle l'équation de Drake, qui contient plein de paramètres que je ne vais pas vous décrire, je n'ai pas le temps, qui sont l'ensemble des paramètres de création de la vie. La taille de la planète, tous les paramètres que j'ai évoqués tout à l'heure, et aussi des questions de temps, d'équations de temps, et qui permettent de définir combien de planètes habitables, avec une civilisation, il y aurait dans la Voie lactée. Alors, selon les paramètres qu'on injecte dans l'équation, on obtient entre 1 et environ 10 000 planètes habitables. Alors, c'est comme en politique et en économie, vous avez des estimations optimistes, des estimations réalistes et raisonnables. Plus on injecte des paramètres raisonnables et précis, plus on s'approche du 1, donc 1 égale nous. Mais le 1 égale nous, ce n'est pas la vie dans l'univers, c'est la vie dans notre banlieue de la Voie lactée, une sorte de zone vaguement accessible. Vous avez vu, l'accessibilité est quand même moyenne, hein, parce que dès qu'on va à la première étoile, on en a pour 80 000 ans. Et il y a un paramètre d'ailleurs qui est relativement mal pris en compte dans cette équation, qui est ce que j'appelle la synchronisation temporelle. Notre coco qui est parti tout à l'heure, le dinosaure, rappelez-vous, 65 millions d'années dans l'histoire de la Terre, poum, il arrive et ça déstabilise complètement l'écosystème. Et c'est ce qui fait que nous sommes là. Il n'y aurait pas eu l'astéroïde il y a 65 millions d'années, peut-être que les dinosaures seraient devenus intelligents, peut-être que ça aurait été la planète des singes, peut-être que ça aurait été des hommes, mais plus tôt, on ne sait pas. Donc la synchronisation temporelle entre des vies différentes et disparates dans l'univers, elle est difficile à caler. Et c'est pour ça probablement d'ailleurs qu'on n'en voit pas. Parce que en plus, quand on a une vie carbonée, on a tendance à la détruire. Et l'histoire des civilisations montre que l'autodestruction est une éventualité souvent assez raisonnable, malheureusement. Alors, si on va plus loin, là, on va faire appel à Hubble. Alors là, Hubble, lui, il s'intéresse à plein de choses, dont les exoplanètes, mais lui, il s'intéresse à l'histoire de l'univers. Donc il va très très loin. Et notamment, ils ont monté une expérience il y a quelques années qui s'est étalée sur 10 ans, Extreme Deep Field, et après Ultra Deep Field, qui consistait à faire des photos de temps de pause très très longs, comme en photo, pour identifier des galaxies aussi éloignées que possible. Et on a trouvé une galaxie qui s'appelle la Z11, il y a très peu de temps, il y a même pas un an, qui est située à 13,4 milliards d'années-lumière. On voit ce point qu'on analyse. Alors pour comprendre, pour analyser et évaluer la distance d'une galaxie comme ça, au fin fond de l'univers, on utilise une technique qui s'appelle la mesure du redshift. Pourquoi? Parce que plus une galaxie est éloignée, plus elle est rouge. Elle est même dans l'infrarouge, elle n'est pas dans le rouge visible. C'est un peu le même principe que le TGV qui passe, je ne sais pas s'il passe à Angers sans s'arrêter quand on vient de Nantes, dans certains cas, il passe, ça fait ouh. Donc, avant de passer, il y a un effet Doppler où la longueur d'onde est courte, et quand le train passe, la longueur d'onde s'allonge. Ben, c'est le même principe dans la lumière. L'infrarouge, c'est des longueurs d'onde plus courtes qui correspondent au fait qu'elle s'éloigne. Et donc, plus elle s'éloigne, plus elle se déplace. Et il se trouve que quand on analyse le spectre électromagnétique d'une étoile ou d'une galaxie,
on a des points de repère qui sont des points liés à des formes particulières de l'hydrogène, et on sait les repérer. Et donc plus la galaxie s'éloigne, plus on sait dire à quelle vitesse elle est et comment elle se déplace dans l'infrarouge. Alors pratiquement, aujourd'hui, on est quasiment aux frontières de l'existence de l'univers. On est à 13,4 milliards d'années, mais on aimerait bien aller un peu plus loin. Alors quand on va un peu plus loin, on est vraiment au moment de la naissance des étoiles. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que c'est assez compliqué comme histoire à raconter, mais on aimerait bien aller plus loin. Et donc la soif de connaissance humaine est extraordinaire, et pour ça, on est en train de fabriquer un télescope que je trouve merveilleux. Enfin, c'est un objet merveilleux. C'est le James Webb Telescope. Alors ça fait près de 15 ans qu'il est en construction. C'est un projet qui a suivi beaucoup de retard dans son déploiement. Et c'est un télescope qui va être lancé par la fusée Ariane en 2018 et qui va être déployé en 2019. Il faut 6 mois pour le mettre en service. C'est un peu compliqué. C'est pas la brouette qu'on démarre, hein, c'est le truc un peu compliqué. Alors déjà, c'est un origami. Il est plié dans la coiffe d'Ariane 5. Il va être lancé de la base de Kourou en Guyane. Et une fois qu'il va être lancé, la coiffe va sortir et il va se déplier petit à petit. Et il faut 2 semaines pour le déplier. Alors, ce que je trouve extraordinaire, si vous voulez, et ça c'est très important par rapport à la vie des startups, c'est que pour le déplier, il y a 44 opérations mécaniques. Si on a une seule qui plante, le télescope, il est à jeter à la poubelle. Et comme en plus il va être assez loin, on ne peut pas envoyer une navette spatiale ou des hommes, allez, on va le réparer, on va envoyer des ouvriers de l'espace pour le réparer. C'est pas possible. Donc les gars, ils ont testé des milliers de fois le déploiement de ce machin-là en 44 étapes. Et ça peut ne pas marcher. Donc là, c'est assez chaud quand même. Hein. Donc, d'ailleurs, c'est tellement chaud que c'est plein de miroirs qui sont, vous voyez, 6 fois plus grands que celui de Hubble. Alors, l'autre caractéristique de ce télescope, c'est que ce télescope, il va être envoyé relativement loin. Il ne va pas être envoyé en orbite basse comme Hubble. Hubble est à peu près à 550 km, je crois, autour de la Terre. Il tourne autour de la Terre. Alors, c'est un peu embêtant de tourner autour de la Terre, parce que quand vous tournez autour de la Terre, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la nuit. Et toutes les heures et demie, vous avez la nuit. Donc ça veut dire qu'en gros, vous avez la moitié du temps qui n'est pas utile. Donc la solution qu'ils ont trouvée, qui d'ailleurs n'est pas spécifique à James Webb Telescope, c'est de se mettre en fait, non pas en orbite solaire d'ailleurs, qui est une autre forme, c'est de se mettre dans ce qu'on appelle le point de Lagrange L2, c'est pour les spécialistes. En fait, c'est un point particulier qui est situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre elle-même étant à 150 millions de kilomètres du Soleil, et c'est un point en fait où la Terre est dans le noir. Alors elle est toute petite, on voit le Soleil derrière, mais comme elle est dans le noir, elle ne pollue pas visuellement l'image qui arrive dans le télescope. Par contre, le Soleil éclaire bien le télescope. Et en fait, le système, il va suivre, vous voyez la Terre qui tourne qui est là, et le télescope va suivre la Terre en tournant autour de la Terre à la même vitesse la même vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil. Alors d'un point de vue pratique, alors les ingénieurs, là, ils ont du boulot. Les ingénieurs, ils doivent faire en sorte que ce télescope-là, qui fonctionne à 85 degrés du côté Soleil, soit à moins 233 degrés du côté ombre. Et il faut que tout le bazar dedans, l'électronique, les 4 lamelles de protection qui protègent du Soleil, il faut que tout ça, ça tienne bien, si vous voulez. Vous avez un gradient de température qui est monstrueux. Il y a très peu d'objets fabriqués par l'homme qui supportent ces gradients de température. Et qui plus est, une partie des instruments dans l'infrarouge qui sont du côté ombre doivent fonctionner à 7 degrés Kelvin, c'est-à-dire qu'ils sont à 7 degrés du zéro absolu. Ça fait moins 268 à peu près, donc c'est encore moins de degrés que moins 233 degrés. Donc il y a un frigo embarqué dans le système qui utilise le phénomène Thomson-Joule, qui est une sorte de pompe à chaleur, qui utilise d'ailleurs du gaz et qui permet de refroidir les instruments de mesure qui sont dans le télescope. Alors là-dedans, vous avez une usine à gaz. Ce truc-là, c'est à peu près 3 mètres de large. Dans ces 3 mètres de large, vous avez 4 blocs d'instruments qui vont être capables de mesurer la lumière qui arrive dans le télescope en la décortiquant, dans l'infrarouge moyen, dans le proche infrarouge, de la spectrographie. Alors je ne vais pas tout vous décrire, j'aurais pu faire un séminaire de 1 heure rien que sur ce bousin. Je vais me focaliser sur d'autres trucs. Les capteurs. Là-dedans, il y a en tout 16 capteurs photo. Il y a 16 capteurs qui sont des capteurs infrarouges, parce que le James Webb Telescope ne fait des photos des galaxies que dans l'infrarouge, parce qu'il veut aller dans le passé, où il veut observer des étoiles, il veut aussi trouver des exoplanètes, donc il n'est que dans l'infrarouge. Et ces capteurs, ce sont des capteurs assez particuliers, qui sont construits par des sociétés militaires américaines, Teledyne et Raytheon. C'est des boîtes que vous ne connaissez pas trop, mais vous les trouvez en général comme les sous-traitants de toute l'industrie aérospatiale militaire américaine. Et ils sont très spécialisés. Vous avez du tellurure de mercure-cadmium, ce n'est pas le truc courant, si vous voulez, pour faire des semi-conducteurs. Et ils permettent de capter la lumière dans l'infrarouge avec une très grande sensibilité. Et ça donne un décalage de presque 2 ouvertures pour les spécialistes de la photo par rapport aux anciens télescopes. Donc ça permet d'être beaucoup plus sensible qu'avant.
Vous avez plein de filtres dedans. Donc au lieu d'avoir une matrice de Bayer comme dans les appareils photo traditionnels, vous avez plein de filtres sur différentes bandes de fréquences de l'infrarouge pour analyser très finement la lumière infrarouge qui arrive dans le télescope. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous avez une espèce de carrousel de filtres qui sont dans le télescope et qui permettent de comprendre ce qu'il y a là-dedans. Et vous avez même des parties particulières qui sont ce qu'on appelle des coronographes. Je rentre dans le détail. Les coronographes, ce sont des filtres, des espèces de masques qui permettent de cacher une étoile qu'on observe pour voir ce qu'il y a autour. C'est un peu comme quand on observe ce qu'il y a autour du Soleil. Vous savez, on met un filtre qui cache le Soleil et on voit les couronnes autour du Soleil. C'est le même principe appliqué aux étoiles. Vous avez un autre machin qui s'appelle le NIRSPEC, c'est un spectrographe infrarouge qui est doté de micro-miroirs. Il y a 62 micro-miroirs dans des matrices, et ces micro-miroirs, ils permettent de sélectionner les étoiles ou les galaxies qu'on veut observer, et à partir de là, de transformer une barre de lumière qui correspond à l'objet qu'on veut observer en spectrographe, en spectrographie, qui décompose la lumière dans l'infrarouge qui vient de ces étoiles-là, et pour comprendre ce qu'il y a dedans. Et en pratique, ça donne ça. Donc voilà, vous voyez, ça fait du boulot tout ça. Vous avez des milliers de gens qui travaillent là-dedans. Il y en a en France, il y en a en Angleterre, il y en a aux États-Unis. Moi, je trouve ça extraordinaire. La question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert de comprendre la naissance de l'univers? Alors, en pratique, ce que disent les investisseurs dans ce domaine-là, c'est qu'ils se défendent en mettant en avant, évidemment, les retombées. Ce qu'on disait pour le programme Apollo dans les années 60. Par exemple, tout ce qu'on fait dans le domaine de l'infrarouge a des retombées scientifiques qui sont utilisées aujourd'hui chez nous. C'est utilisé, par exemple, dans les capteurs comme ceux de SAIO, qu'on trouve dans des téléphones maintenant, qui permet de capter la lumière qui est émise par nos aliments et détecter qu'un aliment est bio ou pas. C'est un exemple, parmi d'autres. Vous avez des capteurs de vidéosurveillance qui utilisent des technologies dans l'infrarouge qui, dans certains cas, réutilisent ce qui vient de ces sciences qui viennent de l'espace. Alors, ce n'est pas des exemples suffisamment nombreux et suffisamment impactants pour justifier les milliards de dollars qu'on balance dans l'espace ou dans des télescopes, mais ça montre qu'il y a toujours des retombées économiques et techniques de la recherche spatiale dans les industries. Alors maintenant, si on parle des entrepreneurs, j'ai trouvé plusieurs types d'entrepreneurs qui sont dans l'univers de l'espace, mais malheureusement, en général, ils sont plutôt dans l'univers du système solaire. J'ai trouvé 2 entrepreneurs qui essayaient d'aller au-delà du système solaire. Je vais les citer. Mais avant de parler des entrepreneurs du système solaire, je vais plutôt évoquer un sujet très important qui mérite d'ailleurs à lui tout seul une conférence. C'est le cas des entrepreneurs qui rêvent à partir de fantasmes issus de la science-fiction et qui essayent de bâtir des produits qui ont été imaginés par les auteurs de science-fiction. Vous prenez par exemple le tricorder. Vous connaissez le tricorder? Oui, non? Le tricorder, c'est cet instrument qui est utilisé par le docteur dont j'oublie, McCoy, je crois, de Star Trek, depuis les années 60, qui permet d'ausculter une personne, de le scanner en entier et de le guérir. Et le rêve des ingénieurs, le rêve des entrepreneurs aux États-Unis surtout, c'est de construire des appareils qui permettent de faire ça, notamment d'analyser le sang, de faire une radio directement du corps avec un instrument qui n'est pas aussi gros qu'une IRM dans un hôpital qui pèse des tonnes. Et donc il y a des gens qui travaillent là-dessus, et je trouve ça extraordinaire. Alors vous avez même un Qualcomm qui a lancé un prix qui s'appelle le X-Prize. Enfin, il y a plusieurs X-Prize, mais il y a un X-Prize de Qualcomm qui vise à récompenser la société qui créerait le produit le plus proche de cette mécanique-là. D'ailleurs, vous avez une boîte française que j'ai découvert il y a peu de temps, qui s'appelle Archimège, qui a créé un système qui est en bêta-test aujourd'hui, d'ailleurs qui s'appelle Beta Biolette, c'est le cas de dire, et qui vise à scanner une goutte de sang et d'analyser une vingtaine de paramètres. C'était d'ailleurs le rêve de Theranos, qui est une boîte qui s'est un peu cassé la gueule aux États-Unis dans le même domaine, et ils ont réussi à être capables de scanner plusieurs paramètres, notamment au niveau du glucose, qui est classique, mais au niveau du bilan lipidique, tout ça avec une seule goutte de sang et un petit appareil qui se connecte sur un smartphone. Donc c'est pas mal. C'est pas encore le tricorder, mais on s'y approche. Vous avez une autre catégorie d'entrepreneurs que je trouve fascinante. Ce sont les entrepreneurs qui sont des astronomes et qui réutilisent leurs compétences de l'astronomie dans un domaine terre-à-terre. Vous prenez ces 2 entrepreneurs français, celui de gauche, Emmanuel Chevreul, est basé à Lyon, et Sacha Loiseau est basé à Paris. Ce sont tous les 2 des astronomes qui étaient spécialisés dans l'exploitation de toutes ces images qui viennent des télescopes pour détecter des exoplanètes. Alors le premier, il a créé un système d'imagerie médicale optimisé pour les petits animaux, pour simplifier les expériences et pour éviter de tuer beaucoup d'animaux, d'ailleurs, dans les expériences qu'on fait pour tester des médicaments. Le deuxième, il a créé un endoscope laser qui réutilise des technologies qui viennent de là. Alors, si vous voulez faire une vanne vaseuse, vous accrochez, hein, on est passé du trou noir au trou de balle, si vous voulez, d'un point de vue statistique. Alors, on continue. Maintenant, on va aller vers les gros entrepreneurs ambitieux, ceux qui veulent vraiment conquérir les planètes, aller dans l'espace.
Et bon, je vous rappelle un truc, c'est que quand la NASA a lancé Apollo, le programme Apollo dans les années 60, ou la navette spatiale dans les années 80, c'était pas la NASA qui fabriquait tout ça, c'était tout un tas de boîtes privées. Boeing notamment, une boîte qui est connue qui s'appelle Thiokol, qui a créé les fameux boosters qui ont explosé avec Challenger en 86. Tout ça, c'est des boîtes privées, financées par des deniers publics. Donc il y a toujours eu du privé dans le spatial, en tout cas aux États-Unis. En Europe, on a plutôt des deniers publics, mais il y a quand même des sous-traitants dans le privé, autour d'Ariane Espace, du CNES et de leurs équivalents européens. Le phénomène qui est assez nouveau depuis une dizaine d'années, c'est qu'on a des entrepreneurs qui ont réussi dans le numérique, qui se sont mis à se lancer dans le spatial. Alors, ce ne sont pas des entrepreneurs newbies, ils ne sont pas lancés directement dans le spatial. Ils ont décidé d'investir dans le spatial comme, finalement, une espèce de hobby pour conquérir une nouvelle frontière. Ils ont réussi sur Terre avec du commerce électronique ou d'autres activités, donc ils ont décidé d'aller plus loin. Et dans certains cas, il y a quand même de vraies startups. Alors, vous avez par exemple cette boîte, Worldview, start-up créée il y a quelques années, 15 millions de dollars de levée, qui projette en fait de vous faire du Baumgartner du pauvre. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez dans une capsule comme ça, vous êtes accroché à un ballon, vous montez à 10 km ou 30 km d'altitude, vous voyez l'espace de la limite de la troposphère, donc la limite de l'atmosphère, et vous observez la Terre, puis après vous redescendez. Donc vous montez, vous redescendez. D'ailleurs, Rachel Delacour, qui a été citée il n'y a pas longtemps, qui était présente ici même il y a quelques années au Web Today, elle s'est déjà inscrite, elle a reçu son mail de confirmation d'inscription, donc elle a prévu d'y aller. Vous avez aussi Virgin Galactic qui prévoit d'envoyer un avion dans l'espace à partir d'un autre avion. Ça marche plus ou moins bien, il y en a un qui a craché il n'y a pas longtemps, mais le gars, il va continuer, et ça va probablement y aller. Vous avez Paul Allen qui a lancé ce truc-là, Strato Launch. En fait, c'est un énorme avion, c'est le même projet qu'en gros celui de Branson, qui consiste à lancer non pas une navette qui serait une navette qui transporte des passagers pour du tourisme de luxe. Là, c'est plus concret, c'est pour lancer des petites fusées Pegasus qu'on voit en bas, qui permettraient de lancer des satellites. Donc c'est une forme de construction de solutions low cost qui évite de passer par des fusées pour lancer des satellites de petite charge dans l'espace. Ensuite, vous avez Blue Origin, c'est notre ami Jeff Bezos. Alors lui, il veut faire un peu comme notre ami Branson, mais il veut aller plus haut dans l'espace. Et il veut lancer cette espèce de fusée qui décolle, qui a une capsule, qui va très très haut dans l'espace et après qui retombe. Et il veut faire ça pour des passagers. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo à vous montrer, c'est que le décollage, il a réussi. Je ne vous montre pas le décollage, je vous montre l'atterrissage. Donc là, vous avez l'atterrissage de la partie fusée. Voilà, et ça, c'est il y a quelques mois. Et c'est du Tintin, là. Le truc, il arrive, il déploie, et hop. C'est pas un trucage, c'est pas du CGI. C'est une vraie fusée qui atterrit. Et d'ailleurs, Elon Musk a fait la même chose avec sa propre fusée. Et alors après, vous avez la capsule elle-même qui s'est détachée, donc qui contient quelques passagers qui ont vu l'espace comme ça, sympa, quelques minutes, et qui retombent sur Terre en parachute. Alors le vol en tout dure 10 minutes. Alors je sais pas, ils vont le pricer à peu près 150 000 $ à peu près. Donc si vous avez des besoins de financer des vacances juste avant de mourir, vous faites ça, quoi. C'est un truc sympa, quoi. Vous avez SpaceX, donc la fameuse boîte d'Elon Musk. Alors lui, il a une fusée. Dragon, je ne sais plus comment il s'appelle, Falcon 9, je crois. Alors, pareil, elle décolle, elle revient. Alors ça a l'air un peu dingue, ça marche, hein. Ce truc-là, ça marche. Elon Musk, il est quand même marrant, parce qu'il a créé cette boîte en 2002, et cette entreprise aujourd'hui a un carnet de commandes qui est égal au double de celui d'Ariane Espace avec Ariane, qui a été créé 20 ans avant, si vous voulez. Donc là, ça pose des questions. Vous avez une boîte qui se crée, qui fait le double d'une boîte établie qui était leader du marché, en réduisant les coûts, en changeant les process. Il n'y a pas d'innovation scientifique dans l'absolu. C'est comme avec la voiture Tesla. Mais il y a des innovations incrémentales qui font qu'ils vont plus loin. Et le chemin est un peu compliqué pour décoller et revenir. Alors, il veut aller sur Mars aussi, ce qui est un peu compliqué. Il n'est pas le seul à vouloir aller sur Mars. Vous avez aussi Mars One. Alors ça, j'adore. Association hollandaise qui prétend envoyer des hommes dans l'espace et sur Mars et de coloniser Mars, mais genre par centaines. Et qui dit, ouais, on est en train de préparer un projet, on a défini notre fusée, notre machin, et on est en train de faire une levée de fonds. 100 milliards de $. Bon, je sais pas, comme Trump est déjà passé en Arabie Saoudite, ça va être un peu dur, mais 100 milliards de $, les mecs, ils osent, quoi. C'est quand même énorme, je trouve. Et alors, il se trouve que ça pose un problème d'aller loin dans l'espace, et y compris sur Mars, c'est que l'ADN est détruit par les rayons cosmiques.
Et pour éviter ça, il vaut mieux se protéger. Alors avec de l'eau, avec du métal, ça ralourdit les vaisseaux, c'est un peu compliqué. Alors la chance qu'on a, c'est qu'on a découvert une protéine dans le tardigrade, qui est une espèce de nano, je ne sais même pas comment on qualifie cet insecte minuscule qui fait moins d'1 millimètre de large. Et on a trouvé un moyen de greffer potentiellement une espèce de gène du tardigrade qui permet à l'ADN de se protéger contre les rayons cosmiques. Alors il y a Fanny Bouton, vous connaissez peut-être, Fanny Sparty à Paris, et qui veut aller sur Mars. Et elle a décidé d'aller sur Mars quand ce sera possible. Et donc, il faudra lui greffer du tardigrade pour qu'elle puisse aller sur Mars un jour. Sinon, elle va mourir à l'arrivée, donc c'est un peu embêtant. Vous avez une autre boîte que je trouve pas mal, c'est Beyond, j'ai oublié comment il s'appelle, non, Rocket Lab, néo-zélandais. Alors eux, ils veulent juste lancer des satellites pour pas cher, avec une fusée imprimée en 3D. Alors le moteur n'est pas en 3D, mais le corps est en 3D. Donc je vais vous montrer le lancement réussi. 5, 4, 3, 2, 1, lift-off. Alors ça, c'est le Uber de la fusée. Vous avez un site web, vous allez chez eux, vous dites « je veux lancer 3 kilos », 3e trimestre 2018, vous cliquez, vous payez, vous réservez. Il faut attendre un peu, et puis il faut livrer le satellite. Mais voilà, et pour à peu près 1000 à 2000 euros le kilo. Donc c'est l'ubérisation de l'envoi de satellites de petite taille dans l'espace, faite par ce genre de zozo. Vous en avez un autre que je trouve pas mal, c'est Positron Dynamics. Alors ça, je les adore. Je les ai découverts dans un événement qui s'appelle Hello Tomorrow à Paris en octobre dernier. Alors les gars, ils veulent créer un moteur antimatière. Alors le moteur antimatière, c'est une caractéristique, c'est que ça permet de condenser une quantité d'énergie absolument astronomique dans un tout petit volume. C'est un peu compliqué à faire, il faut des accélérateurs de particules. Et après, vous pouvez la dégager dans votre vaisseau spatial et vous pouvez aller très loin, très vite. L'idée, c'est d'aller, en gros, en 40 ans, sur Alpha du Centaure, la fameuse étoile qui est la plus proche de nous. Alors, ils ont levé 1,5 million d'euros. Ça fait un peu petit kéké, quoi. 1,5 million d'euros pour le moteur antimatière. Quand vous savez que le CERN a dû coûter, je ne sais plus, 5 à 10 milliards de dollars et qu'il a mis 20 ans à être construit, vous dites, il y a du boulot, quoi. Et alors, petit problème, je suis allé dans la Crunchbase pour voir où ils en étaient et j'ai trouvé boîte fermée. Ah, c'est dommage, quand même. J'aurais bien aimé qu'ils créent le moteur antimatière. Donc, ça, c'est râpé. Mais il y a quand même un autre zozo qui s'appelle Yuri Milner, milliardaire russe. Il faut être riche pour rêver, vous voyez. Milliardaire russe. Pour 100 millions de dollars, lui, il veut envoyer une sonde de 1 gramme. Et cette sonde, il veut l'envoyer sur Alpha du Centaure, en 40 ans. Et comment il va la propulser? Il veut en fait envoyer un rayon laser sur la sonde pour la pousser, pour qu'elle aille très très vite et qu'elle aille donc jusqu'à cette étoile. 100 millions de dollars. Pourquoi pas? Je ne sais pas si ça va marcher, mais ça peut être intéressant. Voilà, mon parcours, il est un petit peu terminé. Je voulais vous montrer finalement avec la grande variété des situations, ce qu'on pouvait trouver dans le monde de l'entrepreneuriat et de la recherche spatiale. Là, j'ai mon micro qui se détache, je vais mourir. Au secours. Mais c'est pas grave. Alors, pour conclure, je vais vous faire quelques métaphores. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Il y a un lien. Je sais pas si je vais y arriver. Comme Thomas Pesquet qui fait des live tweets. Est-ce que j'ai encore du son? C'est bon là? Ça va? Ça va craquer. Tant que la combinaison reste, c'est bon. Hein. Parce que sinon, je suis bas là. Parce que là, il n'y a rien en dessous. Hein. Donc, alors, en fait, quand vous lancez une fusée, vous avez un premier étage qui est très gros, un deuxième étage qui est moins gros, et vous avez votre produit qui est en haut. C'est le satellite que vous lancez. Quand vous êtes entrepreneur, c'est à l'envers. Vous avez votre produit qui est en bas, vous avez votre business angel qui finance le premier projet, le premier financement, et puis si ça marche, vous avez un deuxième étage avec un VC, comme on dit, certains sont là aujourd'hui, et puis si ça marche très bien, vous avez un VC qu'on appelle en série B, qui finance un deuxième tour, puis un troisième tour. Donc vous avez une fusée inversée. Alors, il y a des cas de figure où ça marche très très bien, où en fait, vous avez l'équivalent d'un premier étage très puissant. Merci mon ami dinosaure. On t'entendait mal. C'est quand même mieux comme ça, oui. Et donc vous avez deux possibilités permettant d'économiser de l'énergie. Soit vous utilisez ce qu'on appelle le marketing viral, qui marche dans certains cas de figure, et qui crée la viralité de votre système. Soit vous utilisez une autre énergie que j'ai adorée, qui était présentée par 2020 hier dans sa présentation, vous utilisez le cœur et l'émotion. Et beaucoup d'entreprises réussissent grâce à ça. Si elles véhiculent un message fort au niveau de l'émotion, elles peuvent avoir un pouvoir de multiplication qui est extrêmement puissant. Donc ça, c'est l'énergie. On a besoin d'énergie pour démarrer une start-up. Deuxième point,
pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce qu'en ce moment, je suis passionné depuis quelques années de ce qu'on appelle les deep tech. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de startups dans le monde, notamment aux États-Unis, qui se créent dans cet univers de la science, qui utilisent de la science dans la biologie, dans les biotech, dans l'énergie, dans le spatial, dans l'intelligence artificielle, dans la robotique. Et il y a de plus en plus de boîtes qui se créent dans ce domaine-là parce qu'il y a de nouvelles frontières technologiques à dépasser. Il y a de plus en plus de partenariats qui se créent entre les chercheurs et les entrepreneurs. Donc il y a un nouveau monde entrepreneurial qui est en train de se dessiner aujourd'hui. L'espace n'en est qu'un parmi d'autres. Et je vous encourage, en tout cas quand c'est possible, de travailler avec les chercheurs et de profiter de cette vague, qui est une vague très puissante. Il y a beaucoup d'investissements, en tout cas aux États-Unis, et ça commence à arriver en France. Il y a de plus en plus d'ailleurs de plans gouvernementaux, comme en France IA pour l'intelligence artificielle, qui essaient de mobiliser les énergies dans ce domaine-là. Il y a un troisième point qui est commun là entre l'espace et vous, c'est la vélocité. Une start-up doit aller vite. Vous avez vu qu'il faut aller vite pour aller sur Alpha du Centaure. Et donc, une start-up doit aller vite. Ça sert à ça, l'énergie financière qui alimente la start-up quand il n'y a pas suffisamment avec le cœur et avec les émotions. Donc, l'apprentissage principal, c'est d'aller très vite. Autre point, l'autonomie. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Alors, dans un accélérateur aussi. Parce que quand vous êtes dans un accélérateur, vous avez beau être entouré de plein de gens, de grands comptes. Dans la vraie vie, vous êtes tout seul. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on envoie des hommes dans l'espace, sur la Lune ou ailleurs, on ne les envoie jamais seuls. Sauf les premiers vols en 61-62. Mais tous les vols habités depuis 63 et 4, c'est des vols à 2, 3, plus. Donc, au même titre qu'on n'envoie jamais des hommes seuls sur Mars ou sur la Lune, il ne faut pas démarrer sa start-up en étant tout seul, parce qu'il faut apprendre à être autonome dans un travail d'équipe, même si on a un écosystème qui est derrière. Et puis, la grande question que je me pose à la fin, c'est est-ce que l'échec est tolérable? Alors, vous avez vu le James Webb Telescope qu'on va lancer là à 1 million d'années-lumière. Alors, l'échec intolérable totalement. Et d'un autre côté, les startups, on leur dit régulièrement qu'elles peuvent pivoter, qu'elles peuvent tester leurs produits auprès des clients, qu'elles peuvent faire des allers-retours. Mais en fait, en général, quand c'est fait un petit peu à la va-vite, ça fait perdre beaucoup de temps. Donc on peut s'inspirer, sans les imiter totalement, des méthodes de l'espace pour faire des produits qui sont quand même bien foutus, on a bien réfléchi au départ, pour limiter le nombre d'allers-retours avec les clients et se planter et perdre du temps et d'énergie. Mais évidemment, on ne va pas avoir les moyens infinis de milliards de dollars qu'on a dans le domaine de l'espace pour lancer son projet et le terminer. Et donc, en fait, il faut savoir toujours trouver le bon point de gravité dans son projet entre le perfectionnisme qu'on essaye d'obtenir dans le cas de la conquête spatiale, le non-perfectionnisme total qu'on a dans nos projets web ou mobiles aujourd'hui, et il faut trouver la bonne gradation dans la qualité qu'on va rechercher et dans le niveau de préparation. Mais mieux vous êtes préparé, plus vous avez de partenaires, plus vous avez de gens qui travaillent autour de vous, d'experts, de spécialistes, de chercheurs, mieux vous serez préparé pour réussir dans votre aventure entrepreneuriale. Voilà!